ça fait du bien. Seul point positif à notre tour à Paris, j'ai retrouvé mes huiles préférées. C'est pas ça, t'es vivante aussi. Accessoirement, je suis vivante, ouais. Ce bruit insupportable. Il y a de l'eau, oui, il y a de l'eau. Il n'y a plus d'eau. C'est bon ou pas? Dis-leur bonjour de matin. Bah, Bonjour. voilà. Salut tout le monde, je suis... J'allais dire que j'étais très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est pas totalement vrai ni totalement faux. En gros, ça va être une vidéo un peu particulière puisqu'on va se retrouver pour des explications de life. C'est-à-dire que le décor a encore changé, c'est à peu près 3567ème, c'est extrêmement précis, fois cette année. Je suis à Paris, donc la dernière vidéo j'étais en Australie, juste pour vous faire le petit récap, si jamais vous ne me suivez pas et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne ou que vous ne me suivez pas sur Instagram, faites-le. Donc ça faisait 2 mois et demi enfin 3 mois qu'on était en Australie, sachant que l'année dernière on devait partir au 1er novembre 2019. Ça a été repoussé, on devait finalement partir en décembre, ça a été repoussé, on a dû partir mi-janvier. Donc ça a été vraiment genre le voyage de l'enfer sur la partie préparation parce qu'on a eu un tas de trucs. Je vous en avais parlé dans une vidéo de fin d'année où je vous expliquais un peu qu'il y avait eu plein de péripéties vraiment pas chouettes, etc. Donc vraiment on était dans un mood absolument horrible en partant, on se disait mais on a une poisse incroyable. Mon copain Roman pensait qu'il fallait carrément pas partir et tout, que c'était le destin qui nous montrait. Bref, au final on est parti, donc on est parti 17 janvier avec 3 mois et quelques de retard. On avait lâché notre appart. Il y avait eu plein de péripéties entre temps, enfin bref, on a tout fait. On part le 17 janvier, on a fait la personne, mon chéri Roman, je sais même plus comment l'appeler sur cette chaîne, a ouvert une chaîne de vlog qui s'appelle They Are Wild. D'ailleurs, il va monter le dernier vlog du coup en Australie qui devait pas être le dernier vlog où on vous partageait chaque semaine nos petites aventures. Donc si jamais vous voulez aller voir cette vidéo, ces vidéos, je vous invite à y aller. Du coup, je pense qu'on va continuer quand même, on va juste... Ce sera plus en Australie, ça sera des vlogs en France quoi, mais bon voilà. Tout se passait bien, on a acheté notre voiture, on a commencé notre road trip, etc. Ma mère est venue nous rendre visite, on commençait notre itinéraire, etc. Et là, le Covid de ça arrive, et donc en gros pour vous expliquer un peu la situation, comment ça a été vécu de notre côté, quand on est arrivé là-bas c'était le tout début, donc en Australie il n'y avait pas vraiment de panique, enfin comme partout dans le monde on prenait le truc grave à la légère en mode tranquille machin. Au final ça s'est avéré beaucoup plus grave que prévu dès le départ. En gros il y a eu 5 cas je pense en Australie dès fin janvier. Et le gouvernement était en mode vous inquiétez pas, on prend tout en charge, les mecs on va les isoler sur une île déserte, il va rien se passer machin. Ok, donc nous on continue nos plans, en gros on est arrivé donc on s'est dit, personne n'avait conscience de comment aller, de ce que ça allait devenir, etc. Donc voilà, nous encore moins. Quand ça a commencé à devenir, je reprends mes notes parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties donc ça risque d'être juste compliqué. Donc en gros quand ça a commencé vraiment à être archi chaud en France, ça n'avait rien à voir en Australie. Vraiment, il y avait très peu de cas. Il faut savoir que c'est un pays extrêmement grand. Je sais pas si vous êtes hyper chaud et calé en géographie. Et la démographie est carrément ridicule par rapport à la démographie des autres pays. C'est-à-dire que les habitants en Australie, c'est les habitants qu'il y a à Paris. Enfin, tu vois ce que je veux dire, sachant que le pays est hyper grand et très mal réparti. Il y a genre 4-5 villes principales. Tout le reste, c'est quasiment du désert. Donc bref. Donc c'est quand même une situation un peu plus complexe pour ça. Et donc ça a mis plus de temps, entre guillemets. Donc quand c'est arrivé en France, en Australie, ça n'avait rien à voir. Évidemment, on a commencé à comprendre que c'était quelque chose de grave, une épidémie, donc on savait que ça allait arriver en Australie un jour. Donc quand les mesures ont été prises en France, on a commencé à suivre à fond le sujet. On a commencé à faire attention nous-mêmes, sachant qu'en gros on avait un mode de vie carrément nomade, vu qu'on avait acheté notre 4x4, on dormait dans notre 4x4 dans des camps, etc. quand on n'était pas en ville, dans des Airbnb. Donc on était d'office quand même un peu confinés, nous-mêmes dans notre cadre de vie, parce qu'on bougeait tout le temps, donc on rencontrait pas des gens tous les jours, on n'allait pas dans les lieux publics tous les jours, tu vois ce que je veux dire, on allait faire des courses, mais c'est tout. On allait à la plage, on allait dans des parcs naturels, c'est pas non plus les endroits où tu rencontres le plus de monde. Donc là-dessus on faisait attention, mais voilà, les risques étaient quand même limités par rapport à quelqu'un qui travaille dans des bureaux, etc. T'as compris l'idée. Donc on a commencé à se renseigner, on appelle l'ambassade quand même de France en Australie pour voir s'il y a des mesures, pour voir ce qu'ils nous préconisent de faire, à savoir qu'à ce moment-là, ils nous disaient que si on pouvait financièrement et administrativement parlant avec les visas et tout rester en Australie de 2 à 3 mois sans problème, ils nous préconisaient de rester plutôt que de rentrer, sachant qu'ils jugeaient la situation beaucoup plus safe en Australie qu'en France, que c'était beaucoup plus dangereux de rentrer en France et surtout de passer par les aéroports, de risquer de propager, de le choper, le truc, le machin. Donc ils nous disaient si tu peux tenir 2-3 mois, reste en Australie. À ce moment-là, on avait prévu de rester 2-3 mois, 4 mois de plus de toute façon, parce qu'on allait partir en Indonésie
fin avril, début mai, pour aller rejoindre des potes et après pour bosser sur notre collection She's Wild. D'ailleurs ça du coup faudrait que je vous en parle après sur les projets à venir et tout. Ça chamboule vraiment tout. Donc on avait prévu de rester 2-3 mois à ce moment-là, donc on s'est dit ok on fait ça. On continue notre voyage, sachant qu'en Australie il y avait toujours pas plus de cas, on aurait dit qu'ils avaient commencé à contenir le truc, bon voilà. Donc on continue, et là d'un coup ça commence à évoluer en Australie, peut-être je pense un mois après que ça a évolué vraiment en France. D'un coup bam, un gros pic entre guillemets, on passe de 30 cas à 3000 en une semaine et là on comprend que ça devient vraiment très grave. Tous les jours on essaie de joindre l'ambassade, on se renseigne à fond, je vous dis vraiment on était scotchés à nos téléphones tout le temps pour choper des infos et tout, on était vraiment pas inconscients là-dessus en mode on profite de la truc, on s'en fout, pas du tout. Sachant qu'on était nomades dans notre 4x4 donc on n'avait pas vraiment de domicile fixe donc pour se confiner c'était beaucoup plus compliqué pour se confiner officiellement, donc on commençait un peu à avoir peur de comment ça allait pouvoir se passer si l'Australie prenait les mêmes mesures qu'en France et tout. Donc là, on appelle l'ambassade et l'ambassade change un peu de discours. Ils nous disent en gros, ça va devenir le bordel. L'Australie commence à fermer ses frontières. Enfin, l'Australie a pris des mesures drastiques honnêtement, en 48 heures. La situation du pays avait complètement changé. Alors que j'ai l'impression que dans les autres pays, à part peut-être, j'ai l'impression que ça a mis un peu plus de temps. En Australie, vraiment, ils ont tout mis en place très vite et les amendes, c'était pas 40 €, si tu sors, c'était au bout de 24 heures, c'était déjà des milliers de dollars, enfin c'était... Vraiment, ils ont pas rigolé avec ça, ce que je trouve très très bien dans ce genre de gestion de crise parce que c'est tellement dangereux pour tout le monde et ça peut se propager tellement vite qu'il faut prendre des mesures drastiques. Donc je trouve ça très bien de le faire, c'est juste que nous, dans notre mode de vie, etc., on était très mal préparés à ça, enfin c'était beaucoup plus compliqué. Donc on appelle l'ambassade qui nous dit que l'Australie est en train de fermer ses frontières, que les vols sont annulés, que ça devient très compliqué. Donc ils nous disent toujours pareil, si vous avez assez d'argent pour rester 3 mois, il vaut mieux le faire, mais confinez-vous, etc. Ils nous disent quand même en parallèle, on met des fichiers Excel en place pour un éventuel rapatriement, etc. Donc remplissez ces fichiers Excel, etc. Nous on se sent quand même un peu rassurés, on se dit ok, ils sont en train de gérer le truc, je veux dire, il y a des gens quand même qui sont payés pour ça, il y a une ambassade de France en Australie, il y a des consuls, il y a le ministère des Affaires étrangères, enfin il y a quand même des gens qui sont là pour s'occuper des Français qui ne sont pas en France, donc on commence à se dire bon ça va, ils prennent la situation au sérieux, on va s'en sortir, etc. À savoir qu'on commençait à voir sur les groupes Facebook que ça commençait vraiment à devenir le bordel pour partir, donc de nous-mêmes on n'avait pas envie de prendre un vol, sachant que tout le monde disait que les vols étaient annulés, que c'était une galère pour se faire rembourser et tout, on va pas se mentir, il y a quand même un point de vue économique qui est un peu important, pour pouvoir survivre dans la vie, il faut un minimum de sous, et si tu claques tous tes sous dans des billets d'avion qui ne verront jamais le jour et que tu restes bloqué sans une thune, ça peut être complexe. Donc on s'est dit on préfère attendre, comme nous dit l'ambassade, ils vont gérer le truc et tout. Ou alors au moins ils vont nous donner des consignes plus claires, donc on attend. Et là en 48 heures, je vous dis, ça a empiré, c'est devenu un bordel. Nous on était en voiture, on a roulé, on a fait l'équivalent de Paris-Moscou en 3 jours. On a roulé, on a traversé vraiment la moitié de l'Australie, c'est très grand. Pour aller se confiner dans un Airbnb qu'on avait loué dans une ville. Et là, le temps qu'on fasse ce trajet, quand on est arrivé, on a vu les mesures, ils ont fermé les frontières entre les États, ils ont fermé les frontières entre les villes, tout était fermé, tout était interdit, bref, ils ont d'un coup tout fermé. Ils commençaient à fermer les camps dans lesquels les gens comme nous, les nomades dormaient, etc. Ils mettaient des amendes quand tu dormais dans la rue, dans ta voiture ou ce genre de truc, donc ça devenait très compliqué. Les Airbnb annulaient, chez l'habitant, tu te faisais virer, quand t'étais étranger et quand c'était très très compliqué de vivre à ce moment-là déjà, donc on s'est dit mon dieu mais dans quelle merde on s'est mis, comment ça va partir. Donc on attendait toujours les nouvelles de l'ambassade, on les rappelle encore une fois et là ils commencent à changer de discours, ils nous parlent de 6 mois, ils nous disent écoutez finalement c'est pas 2-3 mois, c'est si vous avez assez d'argent pour rester 6 mois minimum confinés en Australie dans une ville, dans un appartement sans bouger, parce que vous pourrez pas partir, ils vont fermer tous les vols, ils vont tout fermer, etc. On se dit ok, alors là direct nous on tilt, on se dit non 6 mois c'est pas possible, déjà d'un point de vue financier, pour un autre sujet peut-être dont on vous parlera, c'est pas possible, 2-3 mois c'est ok, 6 mois le prix de la vie en Australie n'est quand même, dans une ville c'est relativement cher, c'est à dire que comparé à Paris c'est peut-être à peu près la même chose et encore je pense que c'est quand même un peu plus cher. Donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour nous en fait de rester confinés en Australie pendant 6 mois, claquer toutes nos économies, sachant qu'après on rentrerait puisqu'on n'aurait plus forcément de sous ou pas, j'en sais rien, pour continuer notre trip. Bref, ça n'avait aucun sens, même d'un point de vue sécurité, pour la santé, etc. Si il nous arrivait quelque chose, bref, même si on avait une assurance, les Australiens avaient un rapport très particulier à partir de ce moment-là avec les étrangers, c'est un peuple qui est pas forcément, je trouve... c'est très... c'est pas le peuple le plus ouvert d'esprit du monde, c'est-à-dire que moi je me sentais déjà très différente, même dans les supermarchés j'arrêtais pas de dire à mon copain, regarde comment il me regarde, genre ça va, bref. Donc
Déjà là ça commence à devenir un peu difficile dans les camps, les seuls camps qui étaient ouverts, on nous mettait dans un coin reclus, en mode vous êtes étrangers donc vous avez forcément le virus, vous allez nous tuer, etc. Donc on s'est dit bon mais s'il arrive un truc, ils vont protéger les Australiens en priorité et nous on va aller mourir tranquille quoi. Donc bref, ça a commencé à être compliqué. Donc on s'est dit ok non on rentre, sauf que là l'ambassade nous dit par contre ce qu'on vous a dit il y a 48 heures en parlant des vols de rapatriement, ça n'a plus lieu d'être. On a mis en place des vols commerciaux avec Qatar Airways qui est la seule compagnie qui circule encore. Toutes les autres compagnies avaient arrêté puisque tous les aéroports ont fermé donc il n'y avait plus d'escale et vous imaginez bien que l'Australie c'est pas 2 heures de vol donc c'est une organisation. Donc ils nous disent la seule compagnie qui est encore ouverte c'est Qatar Airways avec qui on a négocié etc. Donc si Qatar Airways circule toujours, vous fermez votre bouche et vous prenez des billets pour rentrer avec eux. On leur dit mais les gars on a regardé sur le site, les billets sont hors de prix. Donc on veut bien, mais déjà, est-ce qu'on a la garantie qu'on va vraiment partir? Et là le mec de l'ambassade nous dit non, je ne peux pas vous garantir que si vous prenez ces billets, vous allez partir. Et là on est là en mode mais c'est lunaire mec, tu viens de nous dire que c'est c'est la France qui a négocié avec la compagnie, mais vous n'êtes pas capable de nous garantir qu'on va rentrer si on prend ces billets, donc ça sert à quoi de nous dire de les prendre? Enfin bref, on était là en mode mais what the fuck, genre ça n'a aucun sens. Et quand je vous dis qu'ils étaient chers, c'est qu'on regardait les billets par exemple pour le jour même ou le lendemain ou le surlendemain, ils étaient en moyenne à 27 000 $ par personne. Ce qui fait avec le taux de conversion, ça fait du bon 15 000 € par personne pour un billet. On est deux, ça fait 30 000 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour 30 000 € je m'achète un... Qu'est-ce que je m'achète comme voiture pour 30 000 €? Bref, je m'achète une Range Rover, tu vois ce que je veux dire, je commence à investir, j'ai un apport pour un appart, enfin tu vois ce que je veux dire. On va arrêter de déconner sur... Enfin, c'est lunaire. Donc, ils nous disent, bah démerdez-vous, mais tant qu'il y a des billets Qatar, on fera rien pour vous. Et là, tout est en train de fermer, donc de toute façon, vous n'avez pas le choix, ou alors vous allez vous confiner en Australie pendant 6 mois. Donc vraiment, nous, on était en stress total parce que on commence à paniquer, on commence à se dire, mais on peut plus rien faire, ça devient dangereux. Alors, il y en a plusieurs sur Instagram qui me disent, non mais fallait anticiper, fallait rentrer avant. Alors, ce que je vous dis, on était scotchés à nos téléphones au moins 3 ou 4 heures par jour pour regarder la situation, comment elle évoluait, etc. On se rendait compte qu'en Europe c'était une catastrophe. Quel est l'intérêt pour nous? Même l'ambassade nous a dit ne rentrez pas en Europe si vous pouvez rester quelques semaines de plus en Australie parce que c'est le bordel. Donc nous, évidemment qu'on pense à notre sécurité, on va pas prendre le risque d'aller prendre des avions, de faire 3 escales, d'aller dans tous les aéroports d'Asie et puis après d'arriver en Europe sans aucun contrôle, parce que ça je vous en reparle après, pour aller se confiner chez nous et potentiellement avoir chopé le virus ou avoir contaminé d'autres gens. Enfin ça n'avait aucun sens de rentrer à ce moment-là. Et après quand il s'agit de commencer à prendre les choses au sérieux, l'ambassade nous disait oui, non, oui, non, oui, non. Bref, on était complètement perdus et même les gens qui avaient anticipé au final se sont retrouvés niqués. Là encore, le jour où on est parti, on a croisé des gens à l'aéroport qui nous disaient que ça faisait genre 3 semaines qu'ils avaient pris des billets d'avion avec 3 compagnies différentes, qu'ils avaient claqué du 7-8 000 € et que les avions n'étaient jamais partis. Donc bref, c'était très compliqué. Donc finalement, on s'est retrouvés avec ça comme information. Juste, il faut rentrer sinon vous serez bloqué pendant 6 mois. Mais les billets d'avion coûtent cher et on n'a pas de garantie. Sachant qu'ils commençaient à mettre des amendes bien monstrueuses en Australie, donc on savait pas trop quoi faire. On décide quand même de prendre un vol Qatar pour la semaine qui arrivait, sachant qu'ils nous avaient dit qu'ils avaient garanti les vols jusqu'au 15 avril, on était genre le 27 mars à ce moment-là, donc on prend un vol pour le 4 avril je crois. C'était le vol le moins cher qu'on ait trouvé, quelques milliers d'euros pour nous deux, donc voilà. Autant vous dire qu'on a trouvé ça lunaire, on s'est dit mais comment tu peux exiger, il y a plein de gens qui n'ont pas pris les billets parce qu'ils se sont dit je n'ai pas assez d'argent donc je me retrouve bloquée en Australie parce que je ne peux pas rentrer. Donc je veux bien que effectivement quand tu pars faut un minimum de ressources, personne te demande de payer 8 fois le prix d'un billet d'avion normal en fait, c'est pas logique. Donc les compagnies aériennes qui nous sauvent la vie parce qu'on peut, enfin tout est relatif dans mes expressions, parce qu'elles nous permettent finalement de rentrer chez nous, enfin juste pour une en l'occurrence, mais qui en profitent pour se faire un tas de thunes, je trouve que c'est tout sauf éthique, enfin c'est lunaire dans ce genre de situation d'en profiter pour... Enfin bref. Je pense aux personnes qui ont mis ces 30 000 $ dans un billet, enfin c'est... Bref, peu importe. Donc on prend ce billet d'avion, etc. Et on rappelle, je sais plus qui on appelle la compagnie, on demande à ma mère d'appeler la compagnie en France et la compagnie leur dit écoutez, c'est pas sûr que ce soit garanti à ce moment-là, le 4 avril c'est déjà un peu tard, on vous conseille de changer votre billet, donc les mecs essayent de se faire de la thune, pour mars, prenez un billet pour le 31 mars, faut payer en plus, mais au moins vous serez sûr que machin. Donc on rajoute de la thune encore et on change de billet pour le 31 mars. On était genre le 27 ou le 28. Là on se dit ok, donc on part dans 2-3 jours et il faut qu'on vende notre voiture. Donc on a acheté notre voiture en Australie parce que on avait prévu de voyager pendant plusieurs mois. Donc louer une voiture à 1 000 $ par mois ou payer une voiture 7 ou 8 000 $, sachant qu'après tu la revends et potentiellement tu récupères tes sous. C'était beaucoup plus rentable à ce moment-là avec cette optique d'acheter la voiture directement.
Sauf que du coup, vendre une voiture en 2-3 jours, vu les circonstances, vu que tout le monde partait, vu que tout le monde vendait ses voitures, que plus personne n'en achetait parce que les road trips étaient terminés, que pendant 6 mois plus personne ne pourra bouger, etc. Donc on a bradé notre voiture, mais c'était lunaire. J'ai reçu des messages de gens qui me disaient pour 500$, c'est-à-dire genre 250-300€, je t'achète un 4x4 tout équipé avec un frigo, une roof tent, tout le nécessaire, qui vaut combien? Il vaut 20 fois plus, enfin tu vois, bref, c'était lunaire et donc on a dû le brader pour s'en débarrasser. Et donc la veille, on a réussi à la vendre la veille de notre départ, donc le 30 mars, jour de mon anniversaire, je m'en souviendrai toute ma vie de cet anniversaire, c'était très compliqué. Et on était en parallèle dans un état de stress mais monstrueux, tu vois, parce qu'on était à l'autre bout du monde, complètement perdu, on avait plein d'infos différentes, on savait même pas si le vol allait partir vraiment, enfin bref. On n'avait plus de voiture, donc on était dans un hôtel, mais les hôtels commencent à fermer, enfin, c'était un peu compliqué. Et donc on va se coucher le 30 au soir et sur mon téléphone, je vais sur Facebook, j'allais toujours sur les groupes Facebook, les Français en Australie, ce genre de trucs. Je vois que quelqu'un met un message en mode ah la France vient de nous contacter, ils ont mis un vol de rapatriement pour demain. Sachant qu'on a eu le mec la veille au téléphone qui nous a dit non mais cherchez pas, il y aura pas de vol de rapatriement, etc. Et là on voit que le vol de rapatriement est prévu exactement à la même heure que notre vol commercial qu'on avait payé des milliers d'euros, tu vois. On se dit ok c'est une grosse blague, pourquoi nous on n'a pas reçu le mail et là il le mettait à 750€. Et donc c'était un vol officiel de la France, ce qui était donc obligé de partir. Donc on se dit non mais c'est une blague, ils se foutent un peu de notre gueule. Donc on a des infos mais des infos qui changent tous les jours, bref. Donc on se dit ok qu'est-ce qu'on fait, on va dormir, on se dit ok écoute on verra demain, moi je suis pas vraiment dormie, donc je me réveille vers un peu avant 6h du mat, je regarde mon téléphone, je vois que j'ai pas reçu le mail. Je me dis ok super, je contacte l'ambassade, je les appelle, etc. de 6h du mat, mais ils avaient une antenne qui était dispo. Je leur dis excusez-moi mais on n'a pas reçu le mail alors qu'on est inscrit sur la liste depuis des semaines, enfin comment on fait et tout. Est-ce que vous pouvez nous mettre sur ce vol? Alors déjà d'un point de vue sous, ça coûtait 4 fois moins cher que le billet qu'on avait pris. Donc on s'est dit si on peut économiser, essayer de se faire rembourser, voilà. Et aussi d'un point de vue sécurité, on était sûr au moins que ce vol-là partait. On a réussi à se dépatouiller, à aller sur ce vol, c'était la journée même, on a réussi à aller sur ce vol, mais en attendant on essaie de négocier avec Qatar pour être sûr qu'ils nous remboursent l'autre vol, pour pas qu'on paye 2 vols. On a passé la journée à l'aéroport, littéralement on arrivait à 10h, on est parti à 21h le soir, on a passé la journée au téléphone à essayer de se faire rembourser, etc. Bon, on n'est toujours pas sûr que ça va être le cas, mais au final on a quand même eu ce vol. Et pour vous expliquer comment ça s'est passé, parce qu'il faut que je vous partage ça tellement j'ai trouvé ça lunaire. Donc l'aéroport était de Perth, on était à Perth en Australie, donc dans le Western Australia. C'est la seule grande ville qu'il y a dans toute la partie ouest du pays, donc le seul aéroport. Donc tous les Français devaient se rapprocher de là. Ils ont prévu la veille sur le lendemain, donc il y en a plein qui n'ont pas pu se déplacer, qui du coup ont loupé, je pense, ce vol de rapatriement. Enfin bon. Mais tout ça s'est passé très vite. Alors à l'aéroport, il n'y avait donc aucun vol qui circulait, vraiment. L'aéroport était désert, il y avait juste les Français qui rentraient. Et il y en avait beaucoup avec des masques, des trucs de sécurité et tout. Nous on a essayé d'en trouver, mais on n'a pas trouvé, donc on s'est juste dit, bon bah on va respecter ce qu'on nous dit de faire, on va pas se coller aux gens, on va se laver les mains tout le temps, on va rien toucher, etc. Et donc on a attendu toute la journée, il y a eu beaucoup de retard, peu importe. Et là on commence à faire les queues, tu vois, pour commencer à faire les trucs des passeports et tout. Et je vous jure que c'est pas une blague, avec Roman on était scandalisés. Alors personne ne respectait les mesures de sécurité, mais personne. Vous savez dans la queue là pour aller faire les trucs des passeports, tout le monde était collé. Donc nous, on se dit non mais excuse-moi, moi je vous aime tous beaucoup, mais je veux dire c'est le meilleur moyen d'attraper le truc et de le propager et tout, donc juste soyons intelligents, on nous demande pas la lune, juste tu respectes une distance sociale de sécurité, personne ne le faisait, donc nous on l'a fait. À un moment donné, pour vous dire, il y a une dame de la sécurité de l'aéroport qui demande aux gens de réduire les distances pour que ça aille plus vite. Alors déjà ça ne va pas plus vite quand tu réduis les distances, et en plus c'est complètement con. Bref, on était remontés, on se disait mais c'est débile, enfin c'est tellement dangereux. Personne ne nous contrôle, pas une seule personne nous demande si on a des symptômes, si on a de la température, si on a... Tout le monde s'en fout, on monte dans l'avion, ils avaient mis des gens, l'avion n'était pas du tout rempli, ils avaient mis des gens à côté les uns des autres, on s'est dit au moins ils vont respecter un minimum, genre un siège vide, un truc, rien du tout. En arrivant à l'aéroport en France, après 20h, 20 à 21h, je sais plus de voyage, ça a été très vite, pour un vol, Australie-France ça a été très vite. Pareil, à l'aéroport, personne nous contrôle, aucune espèce d'information sur les règles à respecter, tout le monde s'en tape, tout le monde s'en fout. Et après donc on prend le taxi, on rentre, on a un peu galéré parce qu'au final donc nous on se met en quarantaine etc. Sauf on a laissé notre appart avant de partir. Donc il était hors de question pour nous d'aller soit chez ma mère, soit chez celle de Roman, on n'avait pas envie de les contaminer. Donc on a trouvé une autre option heureusement, qui nous permet d'être tout seul et
risquer la vie de personne d'autre que nous-mêmes, parce qu'on s'est dit honnêtement c'est sûr et certain qu'on va choper le truc avec les gens qu'on avait dans l'avion. Si y en a un qui est contaminé, vous pouvez être sûr que tout le monde l'est, tellement c'était les uns sur les autres, quoi, c'était n'importe quoi. Donc on a trouvé un moyen pour aller récupérer des affaires sans vraiment trop voir, enfin sans vraiment voir nos mères. C'était hyper frustrant, mais peu importe, là on est là. Et donc je vous filme hyper à chaud, hein. C'est-à-dire que là on est le lendemain, on est arrivé il y a pile poil 24 heures, on a dormi, je me suis réveillée à 2h du mat et endormie à 18h parce que du coup je suis un peu en décalage horaire, là il est genre midi. Et j'avais envie de filmer cette vidéo juste pour vous expliquer un peu parce que honnêtement ça a été hyper stressant, je me plains pas du tout parce qu'on était en sécurité entre guillemets et que voilà, c'est juste pour vous partager cette expérience parce qu'elle était un peu traumatisante. Donc si ça peut permettre à d'autres de rester un peu en alerte ou de faire attention, je sais pas à ce que ça peut apporter ou quoi, mais il fallait que je vous le partage et surtout le côté juste, en fait, genre on se rend vraiment compte que c'est carrément un sujet individuel mais qui concerne tout le monde en fait, c'est genre ta responsabilité individuelle qui peut sauver le collectif en fait, et on se rend compte qu'on a tellement pas cet esprit que c'est à cause de ça qu'il se passe tout ça presque, tu vois ce que je veux dire, et ça nous met dans un état de rage qui est infini, donc très compliqué, ça a été encore plus compliqué, sachant qu'on était stressés de voir que tout ça se passait comme ça, on s'est dit mais personne ne se rend compte, enfin les gens prennent le truc à la légère, vous vous rendez pas compte, il est question de vie ou mort, enfin bref, nous on était complètement stressés, donc d'un côté je suis complètement dégoûtée d'avoir écourté ce voyage, au final on aurait peut-être dû écouter notre instinct, enfin celui de mon copain en l'occurrence, qui disait qu'en fait avec tout ce qui s'était passé, il fallait juste pas partir parce que c'était un signe. On va pas cracher dans la soupe et on est très content d'avoir fait le peu qu'on a fait entre guillemets, c'est mieux que rien. Mais ça chamboule tout du coup, clairement. Après, un truc comme ça, tu peux pas vraiment l'anticiper, donc voilà. Mais tout ce qui nous est arrivé depuis qu'on avait l'idée de partir, on pouvait pas l'anticiper, donc c'est un peu un signe du destin, je pense. Donc on est quand même soulagés d'être rentrés à Paris, parce qu'au moins, je veux dire, même si on est confiné ici pendant 6 mois, au moins on sait ce qu'on doit faire, entre guillemets, on sait qu'on est en sécurité, que ce soit financière ou ce que tu veux, enfin tu vois, c'est plus stable que quand t'es à l'autre bout du monde tout seul, que tu dois, bref, voilà. L'avenir est genre archi incertain, que ce soit d'un point de vue pro pour She's-Wild, pour la marque, mais c'est le cas pour plein d'autres gens, donc je vais pas en parler ici spécifiquement, mais aussi pour nos projets, parce que du coup ça chamboule un peu tout. Donc voilà ce que je voulais vous partager, juste pour vous dire que du coup j'étais back in the Parisian game, ravie. Retour à la maison beaucoup plus tôt que prévu, que ce voyage c'était le rêve et le cauchemar, ce truc du début à la fin, d'avant à après, enfin franchement je pense que ça n'aurait jamais dû arriver en fait. Écoutez les signes du destin parfois les gars, vraiment. Donc voilà, je voulais juste vous partager cette petite histoire, c'était la petite vidéo de transition pour vous dire du coup que j'étais de retour. Si vous avez d'autres histoires à partager, genre d'autres gens que vous connaissez qui se sont dépatouillés ou qui sont bloqués et tout, ça m'intéresse parce qu'honnêtement l'action collective peut faire parfois bouger les choses ou peut faire aider les gens. Je sais que ça a été vachement le cas quand on était là-bas, j'ai reçu des tonnes de messages sur Instagram, mais d'ailleurs j'ai encore je pense au moins 300 DM auxquels il faudrait que je réponde. Vous avez été mais incroyables et tellement généreux, vous étiez là, moi j'ai un contact là, machin, s'il peut vous héberger, tiens je te le donne, tiens je t'aide, un truc de ouf. Et donc je sais clairement que ça peut sauver des gens, enfin ça peut vraiment aider des gens, donc si jamais il y a des gens qui sont dans des situations compliquées ou qui connaissent des gens que... mettez-le dans les commentaires, on sait jamais, peut-être que quelqu'un pourra vous aider ou si on peut faire quelque chose, voilà. Faut juste, encore une fois, se dire que l'action individuelle, elle est souvent bénéfique pour le bien-être collectif, avoir cette espèce de conscience responsable et solidaire, c'est vraiment pas une blague, c'est vraiment important. Je vous invite vraiment à prendre soin de vous, à respecter les consignes, s'il vous plaît, arrêtez de jouer au con, vous irez acheter votre baguette plus tard et vous irez faire votre footing plus tard, on s'en fout. Je trouve que le gouvernement a pris des mesures lunaires, enfin vraiment moi quand je vois ce qui a été fait en Australie en 2 jours et ce qu'il fait en France, il y a un monde, prenez la mesure de ce qui se passe vraiment, enfin c'est vraiment pas une blague, c'est vraiment dangereux. On s'en fout, je veux dire, si on vous demande même de rester confiné pendant 1 an, si c'est pour que vous puissiez vivre pendant 80 années, enfin, on s'en fout. Juste, soyons bienveillants et plein de bon sens. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, j'espère vraiment du fond du cœur que vous allez bien, vraiment. C'est une période qui est hyper anxiogène pour tout le monde, ça l'a été pour nous, vraiment beaucoup. Et du coup, on va vivre ce confinement en France comme un bonheur, vraiment, vous ne verrez pas me plaindre. Donc on va faire plein de vidéos, je vais être là, je vais faire plein de trucs, je vais retrouver la joie de faire des trucs un peu futiles comme me coiffer, me maquiller, vous parler de trucs un peu comme ça, trucs de filles, bref, plein de trucs. Si vous avez des idées de vidéos, des envies particulières, des trucs que vous voulez voir, je vous laisse mettre tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous le faire, de toute façon j'aurai que ça à faire. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage pour cette petite épreuve, je vous fais plein de gros bisous, encore une fois merci du fond du cœur à toutes celles qui ont été présentes sur Instagram pour suivre cette aventure, je vous en avais pas parlé sur YouTube, donc allez me rejoindre sur Insta.
pour ce genre de trucs, tu vois, les coulisses bien sympas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve pour une vidéo plus joyeuse très bientôt. Ciao!